Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Grand Public. Voici pour commencer cette émission la personnalité de la semaine, François Cluzet, devenu un phénomène avec Intouchable. Dans quelques jours, il incarnera l'auteur du Casse du siècle, le convoyeur Tony Musulin. Plus tard, un navigateur du Vendée Globe, des rôles que François Cluzet a longtemps rêvé d'obtenir. Lui qui se voyait proposer les films dont ne voulait pas Vincent Lindon ou Daniel Auteuil est aujourd'hui incontournable dans le cinéma français. Mais qui se cache derrière cette star au sans visage ? Portrait signé Romain Clément. Depuis le triomphe d'Intouchable, il est omniprésent. François Cluzet est de nouveau à l'affiche d'un polar inspiré de faits réels. Ma vie était un peu compliquée, mais bon là, elle est devenue très simple. Qu'est-ce que je dois pas savoir? Je pense que vous verrez ma photo dans les journaux. 11,6, comme les 11,6 millions d'euros braqués en 2009 par Tony Musulin, ce convoyeur de fonds lyonnais qu'il incarne aujourd'hui. Il joue un bloc, un type, donc on ne connaît pas les émotions avant, pendant et même, moi je dirais, à la fin du film. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi ce type, un jour, en effet, a décidé de s'auto-braquer. À 57 ans, le comédien est aujourd'hui à l'apogée de sa carrière, capable de rafler tous les rôles, l'un des 5 plus prisés du cinéma français. François est un premier rôle depuis très longtemps. Et puis c'est comme s'il y avait une espèce de lente progression qui arrive maintenant, et il arrive maintenant à quelque chose d'assez incroyable, quoi. Il y a quelques semaines, pour Grand Public, François Cluzet s'est confié. Le succès après des années de traversée du désert, ses failles, ses fragilités, témoignage d'un écorché vif, portrait d'une résurrection hors du commun. Moi, j'ai finalement réussi en superposant tous mes échecs. J'ai eu des échecs sans cesse, qui vient que finalement j'ai le goût de l'échec. Il le dit maintenant, il a traversé une période d'alcoolisme voilà, qui a duré 2 décennies, dont il s'est sorti. Quelque part, ça doit jouer aussi d'être capable de se concentrer, de savoir ce qu'on veut et d'avoir fait la paix avec soi-même. Hein. Comment vous expliquez qu'il manque du fric? Je sais pas. Vous savez pas grand-chose, hein, monsieur Musulin. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui savez rien. Les Sables d'Olonne, début novembre. Aux côtés des concurrents du Vendée Globe, François Cluzet tourne en solitaire au milieu des rugissants, à bord d'une de ses Formule 1 des mers. Film avec son complice Guillaume Canet où il incarne un navigateur de la mythique course autour du monde. Un rôle physique pour celui qui a atteint le sommet de son art. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Ah, écoute, c'était pas mal de là-haut, il y a un bon point de vue. Hein. Moi j'ai toujours adoré les aventures, les aventuriers, je suis un fan de Jean-Louis Etienne. Donc d'un seul coup, je me retrouve au sein de cette aventure. Même si c'est un film, c'est d'abord une aventure même pour nous. François Cluzet, un aventurier qui aime se mettre au défi et n'hésite pas à se plonger à fond dans la vie de ses personnages pour être le plus crédible, comme nous le raconte le réalisateur de cette épopée maritime, Christoph Offenstein. Quand il accepte un rôle, il se prépare à 100%. Il a pris possession du bateau, il s'est entraîné et c'est un skipper, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté caméléon chez lui, hein. Il est capable de tout jouer. Vous lui mettez un ciré jaune, hop, il devient Tabarly, en solitaire. Vous lui mettez un bleu de travail, et il devient convoyeur et il vous braque 11,6 millions dans un fourgon. Cluzet a depuis le début toujours su maintenir le cap, garder confiance et croire en sa bonne étoile. Alors j'ai toujours pensé, ça marchera. J'ai toujours pensé, je veux réaliser mon rêve d'enfant d'être un acteur célèbre. Et pour devenir cet acteur célèbre, il commence dès l'enfance à jouer la comédie, dans le magasin que tiennent ses parents dans le 7e arrondissement de Paris. Dans le magasin de mes parents, il y avait à peu près 700 personnes qui venaient par jour, parce qu'on vendait essentiellement des journaux. Et j'essayais pratiquement, tant que j'y travaillais, en venant de l'école, de changer de personnage à chaque client. Ça devait être une sacrée galerie. Et ça a été ma meilleure école. Sa carrière commence sur les planches dès 1976, il enchaîne très vite avec le cinéma. Après des essais, le réalisateur Gérard Mordillat le choisit et lui confie un premier rôle dans Vive la sociale. Une des particularités du rôle était de jouer des scènes et puis soudain de se tourner vers la caméra et de s'adresser directement au spectateur, ce qui est un exercice redoutable pour les acteurs. Or, François avait à la fois la concentration nécessaire et en même temps, je dirais, la distance et l'humour pour faire passer ça avec suffisamment de grâce.
Un talent reconnu, mais sa carrière ne décolle pas. Plusieurs films, alors qu'il occupe pourtant les premiers rôles, sont des échecs, comme Cocktail Molotov ou encore Les Fantômes du Chapelier. Moi, je suis aussi bien perdant que gagnant. J'ai eu des moments où j'étais un vrai loser, des moments où je suis winner. Mais disons que pour moi, les choses se passent entre les deux. J'aimerais pas gagner sans cesse. Parce que pour moi, l'échec, c'est l'antichambre de la réussite. C'est-à-dire, plus j'ai d'échecs, plus je sais qu'immanquablement, la réussite va avoir sa carte. Et la réussite se fait attendre. En 95, le réalisateur Pierre Salvadori peine à l'imposer pour sa comédie Les Apprentis, où il doit jouer un écrivain raté. Pour les producteurs, François Cluzet n'est pas encore une valeur sûre. François, c'était à l'époque quelqu'un qui avait une reconnaissance artistique, la reconnaissance du milieu, mais qui n'était pas ce qu'on appelle déjà peut-être l'acteur bankable, comme on dit, qu'il est devenu maintenant, c'est-à-dire sur lequel on peut monter des très gros projets. À l'époque, il doit faire preuve de patience et d'autodérision, même si le duo formé avec Guillaume Depardieu séduit le public, son nom ne retient pas l'attention. François, il y avait beaucoup d'humour avec ça à l'époque. Je me rappelle d'une anecdote assez... Donc il me disait, on vient me voir quand Auteuil est pas libre. Et il me disait, on me prend souvent pour Jean-Hugues Anglade ou pour un autre. Je me rappelle quand tournait Les Apprentis un jour dans la rue, nous on avait les écouteurs, il avait un chef, on était en extérieur, il y a un type qui est venu lui dire salut, t'es Jean-Hugues Anglade et Vincent... François lui a répondu non, je suis Vincent Lindon. Il ne retient pas l'attention, l'acteur est surtout victime de ses excès, qui vont compromettre pour de nombreuses années sa carrière. C'est quelqu'un qui a un peu disparu parce que je crois qu'à un moment, il le dit lui-même aujourd'hui, hein, il a aussi succombé à certaines tentations de ce métier. Il y a eu un problème avec l'alcool à un moment, problèmes sentimentaux, qui ont fait que voilà, il le dit, il a pété les plombs à un moment. Donc du coup, forcément, les réalisateurs et les producteurs se sont un peu détournés de lui. Paradoxalement, c'est avec un rôle d'alcoolique repenti qu'il va exorciser ses démons et remonter la pente. Philippe Godot lui propose dans Le Dernier pour la route d'entrer dans la peau d'Hervé Chabalier, ce grand reporter victime lui aussi des ravages de l'alcool. Pour reprendre le mot d'Hervé Chabalier, vous ne picolerez plus jamais? Non. Non, j'étais trop gâché de moments avec l'alcool. Ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est les vertus de ce film, c'est d'apprendre déjà que l'alcoolisme, c'est une maladie. Et moi, j'ai beaucoup fait dans l'excès. Et un jour, je me suis rendu compte que j'allais y perdre tout. Et ce qui l'avait séduit, c'est que le film démarrait à partir du moment où cet homme décidait d'arrêter de boire. Et je pense pas qu'il ait eu à travailler. Voilà, je pense que c'est quelque chose, c'était plutôt des choses qu'il a laissé revenir, qui étaient présentes, qu'il connaissait. Vainqueur de son addiction, François Cluzet reste un écorché vif. Et les réalisateurs vont utiliser cette fragilité pour lui donner des rôles d'hommes au parcours cabossé. Ça me fait pas peur de me faire mal. J'y ai été confronté, j'y ai été habitué. Je n'ai pas été élevé dans la soie. Donc je sais ce que c'est que la douleur, je sais ce que c'est que l'émotion, je sais ce que c'est, comme beaucoup. En 2007, une rencontre déterminante le remet définitivement en selle. Il rencontre Guillaume Canet, qui lui fait confiance, qui le fait bosser sur son adaptation du thriller d'Alan Coben, ne le dit à personne. Et là, c'est la révélation, là c'est le carton. Il rafle un César d'ailleurs. D'un seul coup, on a l'impression que le métier, c'est dire ah ouais quand même, il y a Cluzet. Ah bah oui, c'est vrai, on a oublié, il est là toujours. Et quand on regarde les films qu'il a enchaînés après, Intouchable évidemment, et puis ce qui arrive là, on voit que ce sont des rôles qui sont plus profonds, plus lourds, qui abordent vraiment des choses. Le parcours d'un mec de 55 balais, en effet, qui en a aussi bavé. Avec Intouchable, le film phénomène aux 20 millions d'entrées, son rôle de tétraplégique et son tandem avec Omar Sy lui font connaître le triomphe. Il devient l'un des acteurs les plus demandés du cinéma français. Il va enchaîner les rôles, Do Not Disturb en 2012, 11.6 puis en solitaire cette année, sans jamais céder à la facilité. C'est un peu la réponse à Intouchable, c'est-à-dire face à un triomphe, on redevient acteur et notre métier, ce n'est pas de refaire les choses qu'on vient de faire. Je suis content qu'il atteigne des rôles où il peut montrer tout ce qu'il sait faire. Alors, je crois qu'il lui manque encore peut-être le grand rôle dramatique, vraiment, qui marquera une fois pour toutes son interprétation. À 57 ans, François Cluzet connaît enfin la gloire, cette consécration dont il rêvait depuis l'enfance. J'ai jamais été aussi heureux que c'est bon le bonheur. Maintenant, je suis comblé avec une petite diphtongue,
c'est que je me suis élevé toujours avec cette phrase d'Antoine Bourdelle, le sculpteur contemporain de Rodin, qui disait que c'est bien d'être, l'important c'est de devenir. J'aimerais avoir à cœur de devenir jusqu'au dernier jour. Voici maintenant la polémique autour d'un film qui risque de beaucoup faire parler de lui dans les jours qui viennent. Inspiré du nouvel de la prix Nobel de littérature Doris Lessing, Perfect Mothers raconte l'histoire de deux mères de famille, très sexy, Naomi Watts et Robin Wright, qui tombent chacune amoureuse du fils de l'autre. Des liaisons dangereuses qui ont choqué lors de la présentation du film aux États-Unis. Réalisé par Anne Fontaine, Perfect Mothers sort le 3 avril en France. Le film qui dérange, c'est un reportage de Damien Piscarel. Le film n'est pas encore sorti dans les salles, pourtant l'affiche est explicite. Sulfureux, troublant, scandaleux, des adjectifs qui interpellent. Perfect Mothers, en français les mères parfaites, ou quand deux femmes au rapport fusionnel entretiennent une liaison avec leurs fils respectifs. La nuit dernière, j'ai surpris ma mère qui s'éclipsait de la chambre de Yann. C'est impossible. Après Nettoyage à sec, Coco avant Chanel ou Mon pire cauchemar, la réalisatrice Anne Fontaine s'attaque à une histoire d'amour atypique pour certains, immorale pour d'autres, et qui a déjà créé une polémique aux États-Unis. Ce quatuor néo-incestueux, mais quand même qui joue avec l'idée du tabou, et qui a en même temps quelque chose d'une profondeur affective, qui avait tout de suite quelque chose qui m'a fascinée personnellement. Un sujet sensible, une histoire vraie et un casting de premier plan dans le rôle des mères qui vont à l'encontre de la morale, Robin Wright et Naomi Watts. Nous avons rencontré l'actrice, elle-même a du mal à définir son sentiment sur cette histoire. C'est choquant, repoussant, tordu, ça met les gens mal à l'aise, c'est mal, mais il faut aller au-delà de ces sentiments. Ceux qui vont aller voir ce film sans avoir entendu parler vont avoir une réaction, oui, un peu surprise. Cette surprise peut faire qu'ils vont adorer le film, ou peut faire qu'ils ont envie de sortir de la salle. Alors peut-on apprécier un film qui joue avec la morale? Pourquoi peut-il déranger? Mois de janvier dernier, au Festival américain du film indépendant de Sundance, c'est ici dans l'Utah, un état de l'Amérique profonde aux valeurs traditionnalistes, que le film Perfect Mothers est projeté pour la première fois. Un test pour la réalisatrice française Anne Fontaine et son actrice vedette Naomi Watts. Mais la réaction du public est pour le moins déconcertante. Thierry Chaise était dans la salle ce jour-là. Il y a eu assez tôt des rires gênés. Que d'un seul coup les spectateurs sont en train de voir une histoire qui leur paraît incorrecte et qui est filmée de manière naturelle. Et d'un coup, on se dit mais ça doit être une comédie, ils sont déstabilisés. Et oui, j'avais l'impression de voir des enfants de 8 ans qui découvraient un jour un film érotique à la télévision, qui disait mais qu'est-ce que c'est, je dois pas le voir, qui pouvait même se cacher les yeux. On peut parler de fracture entre une partie de la salle et ce film. Ça, c'est une évidence. Des Américains troublés, voire choqués, et une polémique. Le Sutherland Institute, un mouvement conservateur, dénonce la subvention de $300 000 versée par l'État au festival de Sundance. La raison, certains films présentés cette année, dont Perfect Mothers, auraient un caractère obscène. Les valeurs de l'Utah devraient obliger les autorités à appeler ce genre de film des obscénités ou de la pornographie, explique un porte-parole. L'actrice Naomi Watts, qui a tourné avec les plus grands comme David Lynch, David Cronenberg ou Clint Eastwood, reconnaît avoir été secouée au moment de découvrir le scénario. Lorsque j'ai lu le script, j'ai par instant été choquée, mais je suis passée au-dessus de ça. J'ai compris ces gens. Vous savez, l'amour, c'est comme cela, ça ne rentre pas toujours dans le cadre. L'amour peut prendre plein de formes différentes. Loin des conventions, mais qui valent la peine d'être explorées. Tu as tout ce qu'il te faut? Non. Un coin de paradis perdu sur la côte australienne, c'est ici que vivent Rose et Lyle avec leurs 2 enfants Yann et Tom. Inexorablement, chacune va se rapprocher du fils de l'autre. 2 relations interdites mais passionnelles. Le fil conducteur d'un film de près de 2 heures dans lequel les actrices Robin Wright et Naomi Watts réussissent un pari, faire croire à une histoire qui paraît inconcevable. Je crois même que j'ai jamais été heureuse comme ça. Perfect Mothers, plus qu'un simple film sur le phénomène des femmes cougars, le décryptage d'un quatuor amoureux complexe que rien ne semble pouvoir perturber.
cougar, ça n'a aucun trouble. Bon, ben voilà, c'est une fille d'un certain âge avec un garçon jeune. Bon, et alors? Là, ça touche des zones sur la famille, sur qu'est-ce que c'est que d'être amoureux d'un enfant qu'on a quasiment élevé. Donc c'est beaucoup plus pervers en un sens et aussi profond. Un scénario choquant mais assumé par sa réalisatrice, une intrigue amoureuse surréaliste difficile à imaginer. Pourtant, cette romance à 4 est inspirée d'une histoire vraie racontée dans une nouvelle, Les Grands-Mères, un livre écrit par Doris Lessing, prix Nobel de littérature en 2007 et auteur notamment du roman à succès Le Carnet d'or. Doris Lessing s'est inspirée pour Les Grands-Mères, qui est devenue Perfect Mothers, donc d'une histoire dont elle a entendu parler. Et elle s'est dit c'est une formidable base pour raconter une fiction. Il y a eu différentes périodes dans la carrière de Doris Lessing, mais il y a toujours eu cet état d'esprit un petit peu rebelle, cet état en colère, cet état un petit peu provocateur contre la société, qui s'est montré de différentes manières. Mais à ce titre, Les Grands-Mères est tout à fait emblématique. Ce caractère transgressif, c'est ce qui a séduit Dominique Besnéard. Nous avons rencontré le producteur de Perfect Mothers. À peine avait-il lu le livre qu'il imaginait déjà le film. J'adore le côté sulfureux. Sulfureux, mais en même temps, avec une, c'est pas de la provocation pour être de la provocation. J'ai cherché un metteur en scène et j'adore Anne Fontaine depuis Nettoyage à sec parce que j'ai connu même comédienne, Anne. Et à ce moment-là, je lui dis tu devrais lire ça. Et elle a eu un coup de foudre. J'ai été sidérée et enthousiasmée par cette histoire d'amour incroyable. J'avais jamais entendu parler d'une histoire comme ça. Peu de scènes de sexe viennent agrémenter le film. Alors comment créer une ambiance susceptible de mettre mal à l'aise le public? Grâce à des paysages envoûtants, grâce aussi à une interprétation très forte basée sur les regards et les non-dits. D'un seul coup, Anne Fontaine, je trouve, a réussi, par la force de son cinéma, à nous y faire croire, à nous mettre sans doute à un moment mal à l'aise, à mettre beaucoup de gens mal à l'aise, et en même temps à tenir son cap qui est, ces gens-là s'aiment, ils savent d'où ils viennent, ils savent qu'a priori ils ne doivent pas s'aimer, mais leur corps et leur regard font qu'ils ne peuvent que s'aimer. Alors comment le film sera-t-il accueilli à l'occasion de sa sortie en France le 3 avril prochain? Récemment, Dominique Besnéard confiait avoir un peu peur de la réaction du public. Je sais que la bande-annonce intrigue. Maintenant, on va voir comment vont réagir les gens. Alors, vous allez me dire comme ça, c'est très transgressif, c'est absolument contre la morale judéo-chrétienne, mais en même temps, cette histoire, la force du film, c'est presque une histoire naturelle. Et c'est ça qui dérange. J'ai essayé que le spectateur ne soit pas dans une attitude moralisatrice. Donc, qu'il soit envoûté par le charisme des personnages, de ces deux femmes incroyables, de l'Australie, qu'il ne puisse pas résister. Tu étais où? Chez Lille. J'étais en train de lui faire ce que Yann t'a fait à toi. Grand public s'intéresse maintenant au peintre qui a révolutionné l'art du XXe siècle. Pablo Picasso s'est éteint il y a 40 ans tout juste à Mougins. C'est là d'ailleurs qu'il aurait dû être enterré, mais le maire de l'époque s'y était opposé. 40 ans plus tard, Mougins consacre une exposition sur les dernières années de sa vie. Pablo Picasso, le crépuscule d'un génie. C'est notre document cette semaine. Il est signé Sophie Pagès. J'étais impressionné, en tout cas très touché de cette espèce de sympathie, amour, ou je ne sais pas, ou amitié que tant de gens me portent. Nous sommes en 1966, Pablo Picasso a 85 ans. Il est le peintre le plus connu du XXe siècle et continue malgré tout de s'étonner de l'attention qu'on lui porte. Pablo Picasso, un artiste immortel. Il avait une obsession, celle de la mort, il ne fallait pas en parler, donc il fallait absolument que tous les attributs de la vie soient présents dans son œuvre. Il y a 40 ans s'éteignait le peintre espagnol à Mougins, dans l'arrière-pays cannois. Une exposition rend hommage à celui qui choisit de passer dans ce village les 12 dernières années de sa vie. C'est tout simplement logique de lui rendre hommage dans le lieu où il nous a quittés. Le photographe André Villers a bien connu ce Picasso des dernières années, un homme qui ne faisait pas son âge. J'ai rencontré Picasso, il avait 72 ans, j'en avais 17. Pour moi, Picasso, comme les autres personnes qui avaient passé l'âge de 40 ans,
C'est des gens qui n'entendaient plus, qui ne voyaient plus. Aujourd'hui adulé dans le monde entier, vers la fin de sa vie, son travail fut pourtant l'objet de critiques virulentes. On l'a accusé d'être une espèce de vieillard lubrique qui faisait de la peinture pornographique. Retour sur les dernières années de la vie du maître, entre sursaut créatif et combat contre un déclin inexorable. Dans ce petit bureau, à l'abri des regards, ils sont deux à faire leur marché parmi ces cartons, des trésors de l'histoire de l'art. Voilà, et à côté de l'homme barbu, on va mettre celle-ci là. Ça va être joli parce que dès qu'on rentre dans l'espace culturel, on va voir l'homme barbu et la tête de femme de profil. En attendant le début de la rétrospective qu'il consacre à Picasso, Marc Meroni et Lisa Paoli jouent les déménageurs. Ces deux Britanniques sont à la tête du musée d'art classique à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Le 28 mars ouvrira l'exposition rassemblant des gravures et une vingtaine de clichés du photographe Lucien Clergue. Des œuvres qui mettent en lumière l'intimité des dernières années de la vie du peintre dans ce village provençal. Donc ici, c'est quelques-uns des photos qui vont être exposées lors de l'exposition Picasso à Mougins. C'est des photos de Lucien Clergue, qui était une amie de 30 ans de Picasso. Ici, un très très joli portrait, 4 ans à peu près avant sa mort. Picasso à Mougins, comme un retour 50 ans en arrière. C'est en 1961 que le peintre s'y installe, avec sa femme Jacqueline, qu'il vient alors d'épouser. Il a acheté une maison en cadeau de mariage à sa femme Jacqueline. En fait, donc c'est une belle histoire d'amour déjà entre eux. Et donc, où il a installé son atelier et où il a été très très productif pendant ces années-là. Cette maison, atelier, Notre-Dame de Vie, la voici. Masquée au regard par une épaisse végétation, elle appartient depuis 5 ans à un particulier. La dernière épouse de Picasso souhaitait y enterrer le maître. Gisèle Lotte, chargée de communication à la mairie de Mougins, nous explique pourquoi cette dernière demeure lui fut refusée. Il y avait une loi à l'époque qui interdisait donc de enterrer les personnes à proximité d'autres villas. Et apparemment, donc, il y avait d'autres villas et donc la ville a suivi la loi évidemment et donc Picasso n'a pas pu être enterré à Mougins. Finalement, le fait qu'il est enterré ailleurs a permis au village de garder sa tranquillité. C'est donc dans une autre de ses propriétés, au château de Vauvenargues, près d'Aix-en-Provence, qu'en avril 1973, Picasso est enterré. À la fin de sa vie, le peintre s'était peu à peu retiré du monde, comme nous l'explique son petit-fils. Il a été agacé par l'attention des médias. Il faut dire qu'il était partout suivi, il était reconnu où que ce soit dans le monde. Et la vie s'est organisée différemment. Il a souhaité se consacrer à son art et il a décidé d'avoir moins de visites. Et il a demandé à Jacqueline, en quelque sorte, d'être le gardien de cet atelier. Et elle a fait en sorte qu'il ne soit pas dérangé. Le souvenir de mon grand-père, c'est assez étonnant, c'est celui d'un homme grand. Alors c'est étonnant parce que c'est un homme petit, mais je pense que tout chez lui représentait la démesure pour moi. Mais c'était également un homme qui avait besoin de temps pour cet art dont il était doué, et il lui fallait aussi s'isoler. C'est là où peut-être il a été aussi un peu absent au point de vue affectif, c'est qu'il lui fallait aussi beaucoup de temps dans son atelier. S'il n'aimait pas être dérangé et appréciait de travailler seul, Picasso aura pourtant, en de rares occasions, dérogé à la règle qu'il s'était fixée, notamment avec André Villers. À cette époque-là, il était accessible, vous voyez, il pouvait encore se promener avec ses charentaises. Au milieu des années 50, André Villers est ainsi un tout jeune photographe, lorsque le peintre s'intéresse à son travail et lui propose même une collaboration. Je ne savais rien de Picasso, sinon qu'il faisait des choses déplacées. Un œil ici, des fesses là-bas. J'avais été mal renseigné sur lui. J'ai appris Picasso. Je lui ai dit, il m'a dit, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il se rendait compte que je rentrais dans son œuvre. C'est vrai qu'il y a eu un peu ça, on a fait un travail en commun. On appelle ça un travail à 4 mains, c'est le seul qui existe, où il a fait des choses, découpé, j'ai ajouté des choses, j'ai modifié ses intérieurs de dessin, et il était très content, il acceptait et il approuvait qu'on fasse une chose à deux.
Une longévité créatrice exceptionnelle pour cet artiste dont la production ne connaît pas de répit et qui exposera encore à près de 90 ans. En 1970, au Palais des Papes à Avignon, il va exposer presque 170 peintures, un chiffre incroyable qui montre la vigueur de l'artiste. Il va y avoir un scandale parce que ce sont comme des aplats de peinture de toutes les couleurs sur la toile, mais ce sera aussi la preuve pour lui-même qu'il est toujours là. À la fin de sa vie, Picasso revisite les chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture, comme dans ce tableau de 1965, intitulé « La pisseuse », inspiré de cette gravure de Rembrandt. La femme et l'amour l'inspirent toujours autant, des tableaux charnels, provoquants, comme le souligne l'historien de l'art Philippe Dagen. La critique anglo-saxonne, la critique américaine, le trouve obscène et il finit sur un désastre. Ce vieillard, peut-être lubrique, après tout, poussait la peinture dans ses retranchements en se posant une question qui aujourd'hui paraît peut-être moins aventureuse. Qu'est-ce qu'on peut peindre? Jusqu'où un peintre peut-il aller pour représenter l'amour? Il faudra attendre très longtemps pour que le Musée national d'art moderne, le Centre Pompidou, prenne le risque, entre guillemets, d'exposer les tableaux de la période finale de Picasso, alors qu'il est Picasso. Dans les années 90, ses œuvres ultimes sont comme redécouvertes. Au 5e étage du Musée national d'art moderne, une pancarte signale ainsi l'une de ses toiles. Brigitte Réal, directrice adjointe du musée, nous révèle combien cette peinture, autrefois décriée, témoigne pourtant de la verve de Picasso. Alors ce couple de 1971 est une des dernières peintures de Picasso. Elle représente évidemment une peinture consacrée à l'amour, au sexe, les sujets de toute sa vie. On retrouve le bleu de sa jeunesse, la fameuse période bleue de Picasso, mais qui est ici ressuscitée à travers un thème extrêmement sexuel. Les dernières années sont une sorte de sursaut créatif, avec un geste rapide, même une espèce d'engagement physique dans la peinture. Son génie, en quelque sorte, reste intact. 70 ans de carrière, plus de 60 000 œuvres produites. Sans doute est-ce aussi là que réside le génie de Picasso, un artiste qui, jusqu'au bout, n'aura jamais cessé de créer. Sachez que le magazine Secret d'Histoire consacrera un numéro exceptionnel aux peintres, à suivre le 9 avril à 20h45 sur France 2. Direction l'Afrique du Sud à présent. Notre grand angle cette semaine nous emmène sur le tournage du prochain film de Thomas Gijol et Fabrice Eboué. Il y a 2 ans, les 2 acteurs avaient réussi l'exploit de faire rire en parlant d'esclavage dans Casse Départ. Cette fois, ils s'attaquent à un sujet tout aussi délicat, les dictateurs africains. En exclusivité pour grand public, les 2 compères nous ont ouvert les portes de leur tournage. Dans la gueule du crocodile du Botswana, c'est un reportage d'Émilie Yob et Christophe Hérault. Nous sommes à Glen Afrique, à 1 heure de Johannesburg, Afrique du Sud. Sur le plateau du Crocodile du Botswana, la nouvelle production de Fabrice Eboué et Thomas Gijol. 10 jours de tournage en Afrique du Sud pour raconter les tribulations du capitaine Bobo, un dictateur plus vrai que nature. Mes amis, j'aime ce village. Moi-même, le capitaine Bobo, j'ai grandi dans une case. Moi, dans une case. C'est leur 2e film, une comédie politique, une satire des régimes totalitaires africains. C'est vrai qu'un petit peu comme pour Casse Départ, on essaie de faire une comédie qui a un petit peu de sens. Je pense que mon travail d'humoriste, ça reste celui de divertir, mais d'amener un fond, d'amener un propos. Moi, c'est toujours ce que j'ai défendu. Ça, le trésor des gros désirs, un bout de papier. C'est l'acte officiel. En 2010, avec Casse Départ, ils apparaissent dans le 7e art français. Gijol et Eboué, pris dans la machine à remonter le temps, découvrent le XVIIIe siècle et la condition d'esclave. Quand on est noir et qu'on voit 2 noirs courir, on court, c'est une règle de survie. C'est une réussite 2 millions d'entrées pour cette comédie historique. Le but n'est pas tant de ça de dénoncer, c'est de mettre en lumière certains aspects, d'en rire et puis de surtout toujours laisser aux spectateurs le choix. Un 2e film, c'est toujours un risque. Le duo Gijol et Eboué va-t-il, avec cette nouvelle comédie, retrouver son public? C'est le pari du crocodile du Botswana.
vendredi 15 mars au matin. Blythe River Canyon. Ils sont 75 acteurs techniciens figurant devant l'un des plus beaux panoramas du monde. Un point de vue repéré quelques semaines plus tôt. Hélas, ce matin-là, le brouillard refuse de se lever, impossible de tourner. Ou alors, dernière chose, on attend le mois de juin, on le tourne en Ardèche. Parce qu'honnêtement, moi, un paysage comme ça en Ardèche, j'ai le même. Et au mois de juin, contrairement à certains pays, chez nous, il fait beau. De toute façon, tournez. Et puis après, on verra. Tournons, si vous voulez. Enfin, le soleil a fini par percer. Il était temps, car le capitaine Bobo allait piquer une colère de dictateur. Le thème du film, grandeur et décadence d'un tyran. Un personnage digne des Amin Dada, Bokassa, Dadis Camara qui hante l'histoire de l'Afrique. Botswana. Tu parles du vent, pas de ta mère. L'avantage d'un dictateur, et c'est pour ça qu'on le fait en comédie d'ailleurs, c'est que c'est une vieille tradition depuis Charlie Chaplin, mais ce que je veux dire, c'est qu'un dictateur a un côté terrifiant, mais il y a toujours un côté tellement grand qu'il y a un côté guignol absolu aussi. C'est pour ça que ça marche en comédie. Toujours un dictateur, c'est quelqu'un de capricieux, quelqu'un de paranoïaque, quelqu'un qui a évidemment la folie des grandeurs. Le scénario. Comment ce dictateur va soudoyer à l'aide de quelques valises de gros billets l'agent d'une jeune star du foot français pour qu'il intègre l'équipe nationale de son royaume de pacotille. Rien d'invraisemblable. 6 semaines plus tôt, là aussi, la météo n'est pas plus clémente. Mais à l'abri des studios de Brie-sur-Marne, l'équipe du Crocodile se met en route. Fabrice Eboué, 36 ans, né à Nogent-sur-Marne, et Thomas Njijol, 34 ans, embauche. La scène se déroule dans le bureau du capitaine Bobo, l'univers délirant d'un chef d'État déjanté. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça dans le paysage cinématographique français. Et une fois de plus, c'est une fierté quelque part pour nous de montrer cet univers. Vous allez voir à la fin, il y a des décors, il y a tout un tas de trucs qui montrent aussi la richesse de ce continent qui est quand même l'avenir de l'humanité. C'est Mokobé qui l'a dit dans une chanson. Action! Tu t'es laissé prendre par ma doublure. Bravo, monsieur Pierre. C'est une totale réussite. C'est lui qui se fera assassiner à ma place si on vient me tuer. Ce sera notre secret à tous les cas. D'abord, ils sont complètement dans l'air du temps, ils sentent complètement je trouve qu'ils ont une modernité extraordinaire et dans leurs propos, dans le regard qu'ils portent sur le monde. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment qu'eux qui peuvent faire ça avec à la fois drôlerie, subtilité et qui peuvent se permettre des choses absolument extraordinaires. L'avant-dernière, et là on fait la deuxième. Alors ça tombe toujours, silence. Personne ne dicte sa volonté au capitaine Bobo. Alors dit, on ne dicte pas sa volonté. Le pari est bien de creuser le sillon de ces fables féroces sur la communauté noire, un nouveau style de comédie. C'est une bonne tentative de comédie à la française, un petit peu dépoussiérée des oripeaux de la comédie à la française, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un essai assez original, une histoire un peu farfelue, il y a quelque chose d'assez décalé. On sort un peu des codes de la comédie un peu classique. Là, vous avez des vrais thèmes. C'est le thème de l'histoire du peuple noir, le thème de la communauté africaine en France, le thème de la France en Afrique, de son passé colonial, le thème du racisme, le thème de l'esclavage. Vous avez des sujets lourds et qui sont lourds, mais qui peuvent être pris par le biais de la comédie. Et c'est ce qui fait tout le talent de cette équipe. Nous sommes actuellement tout près du bassin au Crocodile. Vous pouvez apercevoir les acteurs les plus importants de ce film. Il y a Riri qui est là, Fifi, Loulou, Naf Naf et Nif Nif. Ce sont des crocodiles d'élevage, hein. C'est pas du sauvage, ça finira de toute façon en sac ou en viande, n'en déplaise à certaines actrices qui souhaitent s'exiler en URSS. Et même un jour de tournage avec ses galères, chez Fabrice Eboué, la vanne n'est jamais loin. Sûrement en souvenir de ses grandes heures du stand-up. Je
crois pas au racisme primaire. Moi, je crois à ce qu'on appelle le complexe d'infériorité géographique. Plus tu viens du Sud, plus tu as l'impression d'être en dessous. Du coup, les Européens sont supérieurs aux Juifs et aux Arabes, qui sont supérieurs aux Noirs africains, qui sont supérieurs aux phoques et aux ours polaires. Le pays va mieux quand même, faut le reconnaître. Il y a de plus en plus de mecs comme Jamel sur scène. L'équipe de France de football ressemble de plus en plus à l'équipe du Zimbabwe. Ils se sont rencontrés en 2000, ils débutaient tous les deux dans le one-man show. Des petites salles où ils apprennent le métier, testent leur humour. Puis c'est l'intégration au sein du Jamel Comedy, une école et une bande. N'Gijol et Eboué, comme Fred et Omar, comme Jamel, ce sont ces comédiens passant du stand-up à la télé pour aujourd'hui prendre d'assaut le cinéma. Tous les deux sont des enfants, les premiers enfants du Jamel Comedy Club qui percent au cinéma. Et oui, je pense que ça leur a fait énormément de bien parce qu'il y a le Jamel Comedy Club se vit pas comme une fin en soi, c'est-à-dire que c'est le départ de quelque chose. Évidemment, les gens qui vont là-bas savent aujourd'hui qu'il y a une possibilité de rejoindre le cinéma par après. Donc je pense que voilà, ils en étaient conscients en étant là-bas et ils ont profité de l'expérience de Jamel et leur réussite est due à ça en partie. Retour en Afrique du Sud. Jour de tournage du défilé militaire des forces armées du dictateur. Entre deux éclats de rire, le scénario de Fabrice Eboué sera intraitable et sans concession sur les dérives de l'Afrique post-coloniale et la complicité de la France. Il y a des dictateurs qui ont beaucoup d'argent en Afrique ou autre, alors que le peuple est dans une grande misère. Donc voilà, tout ça c'était une façon aussi de présenter un continent avec son passé, qui est la France-Afrique. Ce qui représente plus le futur dans le film, c'est une collaboration sur certains domaines économiques avec des pays peut-être plus en vue comme la Chine, etc. Donc ouais, c'était un prétexte pour traiter de tout ça. Le cinéma français a toujours eu du mal à se pencher sur l'histoire contemporaine du pays. Cette génération, issue de l'immigration, s'empare de ces sujets avec liberté. Ce qui est sûr, c'est qu'on a là l'avènement d'un certain nombre de gens qui viennent de communautés immigrées et qui réussissent non seulement à s'exprimer, mais à exprimer un talent, à exprimer quelque chose de profondément original et en même temps de compréhensible et de perceptible par la majorité. Donc tout d'un coup, c'est un feu de Bengale, quoi. Donc ça, c'est formidable. Dans quelques jours, le tournage sera terminé, mais le film ne sera en salle que dans un an, le 12 février 2014. Voici maintenant l'enquête de grand public. Il y a quelques semaines, plusieurs membres d'une famille ont été expulsés du musée d'Orsay, officiellement à cause de leur odeur. L'affaire a beaucoup choqué et elle pose clairement la question de l'art pour tous. Que font les musées, que font les associations pour attirer ces populations défavorisées? Nous nous sommes rendus notamment au Havre où le Centre Pompidou a installé une exposition en plein cœur d'une cité. L'art, vraiment pour tous? C'est une enquête d'Irène Bénéfice. Nous sommes à Cocriauville, un quartier populaire du Havre. Au milieu des bars HLM, une tache de couleur. Ce chapiteau n'est pas un cirque, mais le centre Pompidou Mobile qui s'est installé ici il y a un mois et jusqu'en mai prochain. À l'intérieur, une quinzaine d'œuvres d'art moderne de la collection Beaubourg. L'idée est d'attirer les habitants du quartier qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que ça, c'est une cabane ouverte? Oui. Vous imaginez qu'à chaque fois cette œuvre change de lieu, elle change aussi d'apparence. Ici, les enfants, c'est soit devant la télé, soit dans le quartier en bas de l'immeuble. Certains n'ont jamais vu même la plage. Et je trouve que justement, leur apporter ça, c'est éveiller leur âme et leur esprit. Un Français sur deux va jamais au musée. On s'est dit qu'il fallait aller au-devant de ceux qui vont jamais au musée en imaginant un musée mobile. Faire voyager des œuvres d'art dans des quartiers difficiles, organiser des visites gratuites, tous les musées développent leur stratégie pour attirer ceux qui ne s'y rendent pas sinon, avec parfois des ratés. En janvier dernier, une famille précaire accompagnée par ATD Carmonde est expulsée du musée d'Orsay à cause de son odeur. Quand ils vont à Disney, il n'y a pas de problème. Quand ils vont voir les poissons à l'aquarium, il n'y a pas de problème. Alors il faut leur apprendre que les musées, c'est pour les bourgeois, qu'il faut faire attention aux bourgeois. La culture, l'art, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un droit fondamental. Démocratiser la culture, c'est l'objectif des politiques culturelles depuis les années 90. Mais les résultats sont mitigés.
Le constat de départ, c'est que c'est des inégalités qui perdurent et face auxquelles le volontarisme politique trouve assez vite ses limites. Alors l'art pour tous est-il un objectif réaliste? Les stratégies des musées sont-elles réellement efficaces pour faire rentrer ces publics populaires au musée? Une famille priée de quitter un musée parce qu'elle sent trop mauvais. L'histoire semble incroyable. C'est pourtant ce qui s'est passé ce week-end au musée d'Orsay. Le 26 janvier dernier, l'incident défraie la chronique. L'association ATD Quart Monde qui accompagnait la famille expulsée s'insurge. Bruno Tardieu en est le délégué national. Nous avons la version de la famille et du militant, c'est qu'un gardien leur a dit qu'il fallait partir parce que leur hygiène était déplacée. Et bon, ils ont dit non, enfin du moins le militant d'ATD Quart Monde a dit non, parce qu'il n'y avait pas de raison, parce qu'ils avaient payé leur entrée et qu'ils étaient là chez eux comme n'importe quel citoyen. L'association saisit le défenseur des droits. Une enquête est en cours. Pour Bruno Tardieu, cet incident est révélateur du rejet dont sont victimes ces populations issues de milieux défavorisés. Et les gens s'écrasent quand ils sont comme ça, avec ces mis de côté. Ils ne disent rien. Nous sommes absolument persuadés qu'une autre personne qui aurait eu une odeur forte parce qu'elle fume une pipe très forte et que ça se sent sur elle, mais si elle avait été bien habillée d'un certain milieu, personne n'aurait osé leur parler comme ça. Ce que ça révèle derrière, c'est qu'on traite les gens qui portent les stigmates de la pauvreté différemment des autres. L'incident met le musée d'Orsay mal à l'aise. Il n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Alors est-ce un cas isolé? Ces 2 dernières années, les musées ont plutôt tendance à multiplier les politiques d'ouverture vers ces publics, au Louvre par exemple. Le groupe s'est donné rendez-vous devant la célèbre pyramide. Pour la plupart de ces immigrés originaires de Chine, Géorgie ou Pakistan, c'est la première fois qu'ils pénètrent au Louvre. Tous prennent des cours d'alphabétisation au Secours catholique. Pour eux, l'association organise aujourd'hui une visite des œuvres majeures du musée. Hortense est la fille d'un premier mariage. Et Hortense, vous voyez, a déjà un petit garçon. Ça veut dire que Joséphine est déjà grand-mère à 41 ans. Ça me plaît beaucoup. Vénus, de monuments. C'est magnifique. C'est magnifique. Quand j'étais petite, j'ai attendu pour le musée du Louvre. Et maintenant, je suis très contente parce que je visite, la première fois, je visite le musée de Louvre. La Vénus de Milo, le Sacre de Napoléon, la Joconde, c'est une plongée dans l'histoire de France. Ils sont dans une situation précaire pour la plupart, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils s'adressent au Secours catholique. Ça leur permet aussi de s'intégrer parce qu'on leur apprend aussi notre histoire au travers des œuvres, au travers des musées ou des monuments. Entrée gratuite, mise à disposition d'une conférencière, tout cela fait partie de la politique du musée pour attirer ces publics dits éloignés. Il y a même au Louvre une personne chargée exclusivement de leur accueil, Fabienne Martet. Ce qui caractérise l'ensemble de ces visiteurs, c'est de se dire le Louvre est un lieu élitiste dans lequel je n'ai pas ma place. Parce que finalement, être accueilli au musée du Louvre, c'est une symbolique très très forte. C'est aussi un petit peu être accueilli par la nation française et surtout avoir cette chance que le patrimoine, c'est un patrimoine ouvert à tous et que tout le monde doit s'approprier. Et c'est vraiment une des très grandes missions du musée que d'accueillir absolument tous les visiteurs. En 2012, 1000 groupes ont bénéficié de cet accueil au Louvre, environ 30 000 personnes. En fait, pour diversifier leur public, la plupart des musées jouent la carte de la gratuité. Mais est-ce le levier le plus efficace? Philippe Coulangeon est sociologue. Il travaille sur la question des inégalités culturelles depuis 8 ans et son constat n'est pas très optimiste. On peut faire toutes les politiques tarifaires, toutes les politiques d'offres culturelles que l'on veut. On ne peut pas s'attaquer de cette façon-là à la racine des inégalités. Une étude faite par le ministère de la Culture en 2009 sur l'impact de la gratuité semble lui donner raison. Il est écrit « Malgré un frémissement de la fréquentation des groupes sociaux populaires, ceux de catégorie moyenne et supérieure restent très majoritaires. » Je pense qu'il est quand même très difficile de penser sérieusement cette question de la réduction des inégalités d'accès à l'art, indépendamment des questions de politique d'éducation. La clé principale de l'évolution, elle est davantage au ministère de l'Éducation nationale qu'au ministère de la Culture, d'une certaine façon. Retour au Havre, au centre Pompidou Mobile, où l'on retrouve les grands noms de la collection, Marcel Duchamp, Kandinsky ou encore Fernand Léger. Ce musée nomade qui sillonne la France depuis octobre 2011, c'est Alain Seban, le président du centre Pompidou, qui en a eu l'idée. Moi, j'ai grandi dans un village où
la notion d'enclavement, d'éloignement, est quelque chose de fort. À Paris, on a l'impression que tout est prêt, tout est à portée de main, il suffit de prendre le métro. En province, quand le musée le plus proche est à 50 ou 70 km, c'est une petite expédition. Dans le musée, pas de conférenciers, ce sont des comédiens qui font la visite pour la rendre plus simple, plus adaptée au public du quartier. Est-ce que ça vous a gêné de marcher sur une œuvre d'art? Finalement, non. Mais à y regarder de plus près, le public ici est-il vraiment celui visé par le musée? Je suis venue du centre-ville où j'habite pour voir l'exposition, parce que j'aime l'art contemporain, j'aime l'art en général. Il y a déjà le musée d'art moderne et tout. Je ne sais pas si ça vraiment motive les gens à y aller, quoi. Surtout qu'en plus, c'est pas en centre-ville, c'est décentré et tout. En fait, les visiteurs semblent déjà sensibilisés à l'art. Les habitants du quartier, eux, ne sont pas tous franchement emballés. Dans un quartier comme Cocrioville, comme ça, ils auraient mieux mettre un truc pour les gosses que de monter un truc comme ça. Je n'ai pas été tellement intéressé, ça m'a pas intrigué, non. Même les gens du quartier et tout, sont pas tellement attirés par cet endroit. Ils appellent ça des chefs-d'œuvre en disant des ronds puis des carrés, moi je veux bien. L'art moderne, c'est vraiment moderne, hein, c'est spécial, hein, faut aimer, quoi. Faut connaître surtout. Les politiques publiques ont beau être volontaristes, l'art pour tous reste un combat de longue haleine. Une chose est sûre, tout le monde y a droit. Et les gens très pauvres aspirent à la beauté absolument comme tout le monde, mais peut-être plus que tout le monde parce qu'ils sont tout le temps dans du moche. Quand Francis Huster raconte Albert Camus. Ce sera l'un des événements du Salon du Livre qui ouvre ses portes demain à Paris. Monstre sacré du théâtre, l'acteur rend hommage à l'écrivain qui l'a accompagné pendant toute sa carrière. Alors que le centenaire de la naissance d'Albert Camus a déjà provoqué de nombreuses polémiques, quel est son héritage et pourquoi dérange-t-il toujours aujourd'hui? Francis Huster dans la peau d'Albert Camus, c'est notre entretien cette semaine. Il était une fois dans le Bronx, en plein cœur de la Dordogne. Nous voici sur la scène du Centre culturel de Bergerac, où joue Francis Huster ce soir. Aujourd'hui, il raconte ce Bronx immortalisé par Robert De Niro au cinéma. Samedi, ce sera l'Algérie d'Albert Camus au Salon du Livre. Entre le comédien et l'écrivain, un lien qui dure depuis 40 ans. Francis Huster a joué La Peste plus de 900 fois. Il va nous rejoindre sur la scène dans quelques instants. Bonjour Francis Huster. Alors pour commencer cet entretien, je vous propose un petit questionnaire. C'est le petit questionnaire de grand public. Si vous étiez un héros de roman. Laurence Laramy, Les 7 piliers de la sagesse. Il a commencé sa vie comme un archéologue, il a été jusqu'au plus profond de lui-même. Et puis un écrivain hors pair, incroyable, un maître du silence. Votre réplique culte. Je hais les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être trop méchants, complaisants, n'avoir pas pour eux, c'est une vigoureuse que doit donner le vice aux âmes vertueuses. Le premier acte du misanthrope, c'est la plus belle scène de tout le répertoire, je trouve, et ce rôle, c'est pas un rôle, c'est Molière. Moi, j'ai l'impression d'entendre Molière quand j'entends le misanthrope. L'artiste que vous voudriez ressusciter. Je dis Jean-Louis Barrault parce que Barrault, c'est ce qui nous manque, c'est-à-dire à la fois un artiste, un fou, un rebelle, un animateur de troupe. Voilà. Je n'ai pas réussi à être le Jean-Louis Barrault de ma génération. J'essaye pourtant avec la troupe de France. Là, justement, on va faire la guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux en festival. J'essaye de continuer à faire vivre cette flamme. Je suis pas le seul. Il y a beaucoup de troupes en France, mais c'était aussi une autre époque. Vous avez curieusement choisi de raconter Camus en vous mettant dans la peau d'Albert Camus, en allant jusqu'à utiliser la première personne, donc dans ce livre qui va paraître jeudi prochain. Pourquoi? J'ai pas fait ça comme un espèce de dingo, n'importe comment. J'ai passé 963 représentations de La Peste à écrire, à chaque fois une vingtaine, une trentaine de lignes, pendant les 20 ans où j'ai joué la pièce. Il y a eu donc 1 million de spectateurs. Ça fait beaucoup au théâtre, 1 million de spectateurs. Et chaque fois, je revenais dans ma loge et vraiment, j'avais promis ça à Jean-Louis Barrault, de revenir et d'écrire un peu. Et puis finalement, il y a 6 mois, j'ai relu tout, j'ai tout jeté. Et j'ai tout recommencé. Parce que j'ai trouvé que je parlais de moi au lieu de parler de lui. Donc j'ai essayé, au contraire, de parler de lui sans parler de moi.
Et parler de lui, ça veut dire oser dire ce qu'il aurait voulu dire. Albert Camus, contrairement à Sartre, a osé regarder le soleil. Il s'est grillé les yeux. Il a regardé nuit. Sartre, il a écouté le monde, mais le monde, il ment. Alors que Camus, il s'est écouté lui-même. Et il a donc écouté la vérité humaine. Vous avez même été guidé quelque part par son esprit, puisque ces petites notes que vous preniez sur votre calepin, vous les écriviez avec un stylo, d'après ce que j'ai lu, très spécial. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai joué la première représentation de La Peste à la Porte Saint-Martin, Catherine Camus m'a apporté le stylo. La fille d'Albert Camus. Qu'avait Albert Camus dans sa poche quand il est mort dans cet accident de voiture. Elle vous l'a offert? Oui, je l'ai. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est un stylo comme ça, et je l'ai ouvert, et quand je l'ai ouvert, j'ai vu que la plume avait encore de l'encre. Ça a dû vous retourner, non? Je suis retourné. Je suis sidéré. Et donc j'ai refermé ce stylo. J'ai écrit un seul truc avec. Vous l'avez toujours? J'ai toujours. Bien précieusement gardé? Je l'ai toujours. Je sais à qui je le confierai. Dans Un combat pour la gloire, vous faites dire donc à Albert Camus, je ne suis pas un écrivain engagé, mais dégagé. Je trouve que Camus n'est pas un écrivain. Il n'a pas de style. C'est un journaliste qui écrit, qui va à l'essentiel. Il écrit comme il parle. Il écrit surtout comme il pense. Et je trouve que le fond, chez Camus, est supérieur à la forme. Moi, je fais beaucoup de comparaisons entre Camus et Victor Hugo. Populaire et en même temps pris comme ça de haut par l'intelligentsia intellectuelle. Alors voilà, c'est normal, c'est l'année du centenaire de sa naissance, et il devait y avoir des expositions, beaucoup d'expositions, il y a eu des polémiques, etc. Est-ce que ça veut dire que Camus dérange encore aujourd'hui? Je crois que le mot n'est pas assez fort. Vraiment? Je crois que de penser qu'Albert Camus n'est pas au Panthéon, les bras en tombent. Les bras en tombent. J'aime beaucoup Albert Camus parce qu'il ne s'aime pas. J'ai beaucoup d'admiration pour Albert Camus parce qu'il ne s'admire pas. Très curieusement, je pense que quand on lit Albert Camus, on devient quelqu'un de bien. C'est vrai que vous avez une actualité théâtrale remarquablement chargée entre le journal d'Anne Frank, où vous jouez en alternance, Bronx, pour lequel nous sommes ici, qui est Bronx immortalisé par Robert De Niro dans Il était une fois dans le Bronx, et là encore vous jouez 18 personnages, vous tout seul sur scène, bravo, et donc l'affrontement. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous préférez jouer seul sur scène ou vous préférez être avec une troupe finalement? Barrault m'avait demandé de faire tous les 2-3 ans un spectacle seul, ce qu'il faisait lui. C'est-à-dire, t'es tout seul, tu te bats contre toi-même à la fin du compte, t'essayes d'épurer, t'essayes d'être strict avec l'interprétation, de pas cabotiner. Tout se voit, tous tes défauts se voient. Et c'est vrai que tous les 3 ans, je fais un truc tout seul. C'est le truc qui me fait le plus peur. J'ai vraiment le trac avant, pas pendant, parce que pendant c'est le tunnel, tu te jettes dedans, mais je suis très fier parce qu'à chaque fois ce sont des textes vraiment formidables. Vous venez d'écrire un livre alors sur Dior, oui. Et Dior créa la femme, qui est quelque part aussi un hommage à votre mère qui était couturière. Oui, maman était couturière, Suzette, et son père était juif et il a été déporté, il est mort à Auschwitz. Elle aussi, bien sûr, était juive, et donc je suis juif. Et j'ai été très marqué par cette époque, parce que même à table, quand on était à table, on ne prononçait pas le mot juif. Dès qu'il y avait le mot juif qui venait dans une phrase, on disait juif. Ah, mais c'était, vous n'imaginez pas ce que c'était encore à cette époque-là. La peur toujours. Et le fait que l'omerta, il fallait absolument pas parler de cette époque. Il fallait pas parler de ce qui s'était passé pour que notre génération à nous, la génération d'après-guerre, puisse oublier, puisse surtout ne pas haïr les Allemands, puisse surtout recommencer à construire. Et donc, le fait de taire ce qui s'était vraiment passé a été à la fois positif et négatif. J'ai toujours détesté la vie, disiez-vous, sinon je n'aurais pas fait ce métier. Et alors c'est drôle parce que je rapproche ça de ce que disait Camus lui aussi. Je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Vous avez changé d'avis ou pas? Non, j'ai pas changé d'avis. Je trouve la vie insupportable.
grâce à Christiana, j'ai 2 filles, Toscane et Elisa, et je sais pas, c'est ce qui me sauve. Mais la vie elle-même, je la trouve absolument épouvantable. J'ai de plus en plus d'amis qui meurent de cancer, j'ai de plus en plus d'amis qui se retrouvent sur le carreau, il n'y a plus de boulot. Non, la vie, elle est dure, quoi. Mais elle a toujours été dure, ça va. Nos parents, nos grands-parents, c'était la guerre, c'était la mort, c'était tout. Mais je trouve que il y a un peu trop de désespérance, quoi. Vous y pensez? Vous aimeriez mourir en jouant, comme Molière? Ah bah attends, qui ne va pas rêver de mourir en jouant? J'ai interviewé des acteurs qui n'aimeraient pas mourir en jouant. Moi, j'adorerais parce que je sais que je serais en train de faire ce que j'aime vraiment. J'aime ce métier parce que je trouve que dans la salle, chaque soir, il y a des gens qui sont extraordinaires, il y a des salauds, il y a des ordures, il y a des tueurs, il y a des cinglés, il y a des gens... Il y a toutes sortes de personnes. Et je trouve que c'est un métier éblouissant parce que on est comme un soleil et pendant 1 heure ou 2 heures, tous ces gens dans la salle, ils deviennent des gens bien. Des gens qui se posent des questions, des gens qui pleurent, qui s'ouvrent, qui rient. Je trouve ça beau, quoi, comme métier. C'est une nourriture, le théâtre. Merci beaucoup Merci de nous avoir offert ce moment. Je crois que vous avez une représentation dans 1 heure maintenant. Oui. Merci beaucoup. Merci. Dans nos incontournables cette semaine, coup de projecteur sur le Salon du Livre qui va ouvrir ses portes demain à Paris. Un tandem de beaux gosses au cinéma, Ryan Gosling et Bradley Cooper. Harlequin dans la plus pure tradition de la comédie italienne. La sélection est signée Julien Pau. Mesdames et messieurs, le voici, Luc le Magnifique. C'est qui lui? C'est ton fils. Mercredi est sorti le génial et vertigineux The Place Beyond the Pines de Derek Cian France. Parce que toi, avec ton talent, ça fait Shazam. Ok, tous ceux qui veulent rester en vie, lèvent les mains en l'air. Un casting de rêve avec Ryan Gosling, Bradley Cooper et Eva Mendes pour une tragédie construite en 3 parties et dirigée d'une main de maître par le réalisateur de Blue Valentine, sorti en 2010. Ce que je veux vraiment, c'est ce moment où la vie s'entrechoque avec la fiction et où les erreurs arrivent, où les comédiens s'interrompent, où ils se coupent la parole, quand ils se trompent, quand il y a de la vie. J'aime quand il y a de la vie sur un tournage. Est-ce que tu allais me le dire? J'ai été plus d'1 an sans nouvelles. T'as foutu le camp. C'est mon fils, ma place est près de lui. Mon père était pas là et regarde ce que je suis devenu. Des personnages pas vraiment gâtés par la vie ou les destinées trash de 2 pères et de leur fils. Heureusement, Ryan Gosling a plein de bons conseils à nous donner pour une vie facile. Ça a toujours été un fantasme pour moi de voler une banque. J'ai juste peur de la prison. Si je n'en avais pas peur, je le ferais. Finalement, c'est beaucoup plus facile de braquer une banque que ce que je pensais. Enfin, je veux dire, je n'encourage personne à le faire. Mais apparemment, quand on sait comment demander de l'argent, ils te le donnent. Sacré Ryan. Demain et jusqu'à lundi, le Salon du Livre se tient à la porte de Versailles. 200 000 visiteurs attendus, 2000 auteurs, 1200 exposants. Et le Salon du Livre, c'est un petit peu comme un antibiotique à spectre large. Ça guérit de tout, même de la connerie. On peut y passer des heures, on y rencontre des auteurs, des livres, des concerts, des défilés de manga, des trucs de fêlés, voilà, ou des trucs au contraire très compliqués. Les lettres roumaines à l'honneur, Barcelone, ville invitée et même un square culinaire, la tendance du moment. Nous, on a envie de parler d'Heidegger, mais on a aussi envie de parler de la sauce béchamel par Bocuse. C'est ce choc-là des cultures, c'est ces rencontres-là qui font que le salon, dans le salon, tout est bon, quoi. C'est comme dans le cochon. Une manifestation qui cherche à sensibiliser les jeunes à la lecture par tous les moyens. Il y a 30 000 mômes qui viennent avec leurs enseignants. Et chaque môme qui rentre dans le salon, on lui donne un chèque lire de 8 € donné par le Centre national du livre, le ministère de la Culture. Et grâce à ce chèque lire, il va pouvoir acheter son livre à lui. Ou acheter un livre qu'il va offrir à sa maman, il fait ce qu'il veut avec. Amélie Nothomb, Christine Angot, Michel Serres, Boris Cyrulnik, Christian Jacques ou encore Sampé et Zeb sont attendus.
Il y a les incontournables et il y a les indémodables. Depuis plusieurs années, la comédie italienne joue Harlequin, valet de 2 mètres, une pièce de Carlo Goldini écrite en 1745 dans la plus pure tradition de la commedia dell'arte. Vous avez vu, ils ont bien fait la stupeur. Intrigue amoureuse, un briglio, quiproquo, Harlequin joue sur tous les tableaux pour une pièce baroque, populaire et familiale. Harlequin, par définition, est le serviteur. Donc c'est le valet qui est roublard, qui est rusé et qui se met toujours dans les pires situations et qui arrive toujours à en sortir par une ruse ou par une autre. C'est un embrouilleur, Harlequin. Oui, il embrouille toute l'histoire et c'est lui qui finit par la résoudre à la fin. Emmanuel Besneau, 21 ans, joue un Harlequin vif et pétillant, quitte à y laisser quelques bouts de cerveau. C'est Pipopo. C'est une expérience très étonnante parce qu'une fois que j'ai le masque sur le visage, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que mon corps fait des choses que je ne soupçonnais pas qu'il puisse faire. Ma voix change complètement et c'est Harlequin qui apparaît. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui joue. Vraiment, une fois que j'ai le masque sur moi, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être vous souffrez de troubles de la personnalité. Peut-être, je vais devenir schizophrène, oui. Tu sais. Hey, Harlequin. Depuis jeudi et jusqu'au 31 mars, la 8e biennale du design à Saint-Étienne fait du design un art majeur. Parmi les événements organisés dans toute la ville, on tente encore de se remettre de l'exposition Demain, c'est aujourd'hui. Et pour cause, celle-là, il fallait l'inventer. C'est une voiture que vous pouvez replier, prendre sous le bras et remonter chez vous comme vous remonteriez votre vélo, votre planche de skate ou votre trottinette. Toujours plus fort, cette fois-ci, il ne s'agit encore que d'une idée. Les nouvelles technologies pourraient également changer jusqu'à notre manière de boire. Là, vous avez du vin dans lequel ont été intégrées des nanocapsules de saveur. Et vous le mettez au micro-ondes et suivant la température et la durée de mise au micro-ondes, vous allez obtenir un Bordeaux, vous allez obtenir un Bourgogne. Bien sûr, parmi les 85 000 visiteurs attendus, on peut trouver quelques sceptiques. Ça m'interpelle quand même de voir que tout est fatalement relié à la nanotechnologie et autres. Et on est en train de se dévier pas mal du monde du vivant, du vrai monde du vivant. En concert au Point éphémère à Paris, il y a quelques semaines, les Falls se chauffaient avant leur tournée qui commence samedi à Lyon. Les Falls, chouchous actuels du rock anglais, viennent de sortir leur 3e album, Holy Fire, musclé avec un zeste de funk, s'il vous plaît. The Falls est une combinaison de 5 personnalités. Et la friction entre les différentes personnalités, ce qu'on essaie de faire tous ensemble, est à la fois beau et élégant. Et quelque part, on veut aussi que ce soit sale. Et si les têtes chercheuses du rock anglo-saxon sont attendues de pied ferme, c'est bien parce qu'ils soignent leur présence sur scène. J'aime les concerts violents, dangereux et imprévisibles, et pas les concerts trop formatés, trop polissés. Reste qu'on se demande encore pourquoi le chanteur Yanis Philippakis tire toujours la gueule. Ça va mec, tu nages en plein bonheur? Ah oui, quand je suis dans l'ambiance, je me sens heureux. Vraiment. C'est le dernier combat de Pedro Almodóvar. Dans son nouveau film, Les Amants passagers, le cinéaste espagnol brise encore un tabou. Il raconte son histoire la plus gaie, comme il dit, fidèle, encore une fois, à son personnage de provocateur. Peu de cinéastes ont autant que lui accompagné et influencé l'histoire de leur pays. De l'après-franquisme à l'actuelle crise économique, comment Pedro Almodóvar a-t-il été de tous les combats culturels? C'est notre décryptage cette semaine. Quant à Canette. Sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. A continuación vamos a realizar una demostración sobre aspectos de seguridad de este vuelo. Un vol à 10 000 mètres au-dessus de la réalité avec 3 stewards déjantés.
C'est le voyage ubuesque que Pedro Almodóvar propose aux spectateurs avec Les Amants passagers. Yo tengo que rezar. ¿Para lo que te ha servido? A mí de mucho, y a ti también te ha servido. ¿Así que pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros, eso pedía. Une comédie loufoque avec sa galerie de personnages baroques, embarqués dans un avion victime d'une avarie et à la recherche d'une piste d'atterrissage. Un scénario aux antipodes des derniers films du réalisateur, comme Bolbert ou La piel que habito. C'est un pur Almodóvar de ses débuts, c'est un film post-Movida. C'est un peu bordélique, mais quelque part finalement on retrouve aussi un Almodóvar voilà, déjanté, très libre. Un retour à la comédie qui fait un carton auprès des spectateurs espagnols et met les critiques du pays au bord de la crise de nerfs. Alors, comment expliquer ces 30 ans de relations passionnées entre Pedro Almodóvar et l'Espagne? Et pourquoi a-t-il choisi le registre de la comédie pour son nouveau film? Enquête sur un enfant terrible du cinéma qui n'en finit pas de surprendre son monde. Almodóvar Superstar, c'était le 9 mars dernier, place Callao à Madrid. Dans une Espagne en crise, des centaines de fans s'étaient réunis pour rejouer la scène phare des Amants passagers, la danse des 3 stewards dans la cabine de l'avion. À croire que jamais le réalisateur n'a été si populaire en son pays. Et je suis vraiment très ému que vous soyez venus aussi nombreux danser la chorégraphie des Amants passagers. Merci beaucoup. Merci à toi Pedro pour ton ciné et surtout merci de nous faire rire avec une comédie. On avait vraiment envie de rire avec ton cinéma. Et pour faire rire avec cette danse, Almodóvar est allé chercher une amie, la chorégraphe Blanca Lee, installée à Paris. Selon elle, c'est cette légèreté apparente qui explique le succès du film. Il a très envie de rigoler, de s'amuser et c'est vraiment un contexte de comédie drôle où tout peut arriver. Aujourd'hui, un film comme ça fait plaisir aussi. Et surtout en Espagne, on a envie de rire. Sincèrement, on n'a pas envie de drama. Résultat, après une semaine d'exploitation, Les Amants passagers a déjà généré 2 millions d'euros de recettes en Espagne. Almodóvar, de retour à la comédie, pas de quoi étonner les amateurs du réalisateur. Le précédent film, La piel que habito, était un film où on avait dit qu'il rendait hommage au film noir, qu'il avait perdu son humour, qu'il était devenu un cinéaste très classique. Et là, tout d'un coup, il redevient jeune, il redevient libre, et il nous refait penser à un film post-Movida, en quelque sorte, qu'il avait déjà réalisé dans les années 80, au début des années 80. Car c'est bien ce registre, mêlant le kitsch à l'humour transgressif, qui a fait les premiers succès du cinéaste espagnol. En 1982, 6 ans seulement après la mort de Franco, Almodóvar met en scène l'homosexualité et joue le rôle d'un chanteur punk dans son propre film, Le labyrinthe des passions. Bueno, los melancólicos no pueden estar con vosotros esta noche por problemas de drogas, tráfico ilegal de niños, trata de blancas y algunas cosas más. Pero en su lugar van a actuar un grupo que todos conocéis y que odiáis. Pero mientras ellos vienen, aquí mi amiga y yo vamos a improvisar una bonita canción. Almodóvar incarne alors cette nouvelle Espagne et ce vent de liberté qu'on appelle Movida. Ces premiers films sont politiquement très incorrects. Les voir aujourd'hui, c'est être confronté à un moment de l'histoire de l'Espagne où toutes les barrières tombent. Mais c'est en 1988 qu'Almodóvar accède enfin à la reconnaissance. Avec Femme au bord de la crise de nerfs, le Madrilène dévoile une autre dimension de son œuvre, plus grave et plus profonde. Les années de la Movida sont terminées et le cinéaste veut que ça se sache. Certes, d'un côté, j'ai un caractère très festif, gai, sympa. Mais de l'autre côté, j'ai une face plus triste, sombre, négative. Ce registre, le réalisateur ne va plus le quitter. Talons aiguilles, Tout sur ma mère, Bolbert, avec à chaque fois des stars qui naissent, Carmen Maura, Victoria Abril, Penélope Cruz ou encore Antonio Banderas, héros de La piel que habito en 2011. J'ai trouvé Almodóvar encore plus sérieux, plus grave dans le contenu du film. Mais son âme, son énergie, son inspiration sont toujours là. La piel que habito,
L'histoire d'un chirurgien fou rêvant de faire renaître son épouse décédée. Sans doute le film le plus sombre d'Almodovar. C'est quelqu'un qui est devenu le classique européen. Et je pense que là, tout d'un coup, avec son dernier film qui était quand même très formaté en quelque sorte, il a juste envie de revenir à ses premiers amours et à ses premiers délires. Un changement d'état d'esprit que confirme Lola Dueñas. Nouvelle égérie du réalisateur, elle a tourné avec lui dans Étreinte brisée et Volbert. Cette fois, Pedro Almodovar l'a choisi pour incarner Bruna, une voyante extra-lucide qui cherche à perdre sa virginité. Je pense que ce tournage a été super spécial. Pedro, c'est vrai qu'il a été très content, très content, très ouvert, très drôle, très. On a rigolé beaucoup avec lui. Et c'est vrai que j'ai trouvé à Pedro peut-être plus heureux. Mais ce nouvel Almodovar, plus blagueur et léger, n'est pas vraiment du goût de la critique en Espagne. Carlos Boyero, la plume du quotidien El País en matière de 7e art, a même assassiné les amants passagers, avec des propos à la limite de l'injure. La seule chose qui l'intéresse, c'est de parler de bite jusqu'à l'épuisement et d'ériger la bisexualité en règle absolue, tant chez les hommes que chez les femmes. Preuve que même après 30 ans de cinéma, Almodovar choque encore. Les amants passagers ne seraient donc qu'une vulgaire comédie. Difficile à croire pour l'universitaire Nancy Berthier, spécialiste de l'œuvre d'Almodovar. Pour elle, cette galerie de portraits d'Espagnols coincés dans un avion cacherait une Espagne angoissée à l'idée du crash économique. Il semble qu'il y ait une dimension métaphorique dans ce film à travers ces personnages qui sont enfermés dans un avion en attendant que cela passe. Donc, métaphore, l'avion s'appelle, la compagnie s'appelle Péninsule, d'une Espagne qui attend que cela passe. Même si on plane à 10 000 dans ce film, ça fait évidemment référence à la réalité espagnole. Par exemple, les passagers de la classe éco ont été endormis dans mon film. C'est évidemment pour qu'ils ne se révoltent pas, qu'ils ne rajoutent pas à la crise. C'est un abus de pouvoir. Un film finalement beaucoup plus subversif qu'il n'y paraît, le génie d'Almodovar a de nouveau frappé. Je pense en fait qu'Almodovar, avec ce film-là, essaie de trouver un remède à la crise. C'est-à-dire, je vais évoquer la crise, mais en même temps, je vais vous distraire. On va, comme toujours en Espagne, on peut passer du rire aux larmes très facilement. Il parle de plein de choses qui sont quand même très profondes, mine de rien, et qui sont une critique d'une société et d'un moment de cette société. Donc je trouve que c'est très intelligent. Pourquoi on doit toujours parler de choses sérieuses de manière sérieuse? On peut aussi dire des choses très sérieuses en rigolant. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous samedi à 15h pour une nouvelle diffusion de grand public. D'ici là, on se retrouve sur le site france2.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux. Avant de vous quitter, voici comme chaque semaine notre extrait culte. Aujourd'hui, nous avons choisi l'un des chefs-d'œuvre de Federico Fellini, son 3e Oscar. Le film s'appelle 8,5. Il ressort à partir du 3 avril en version restaurée à la Filmothèque. Au casting, Anouk Aimée, Claudia Cardinal et Marcello Mastroianni dans le rôle d'un cinéaste dépressif qui se réfugie dans ses propres fantasmes. Ici, une scène restée fameuse, celle du harem. Je vous souhaite une très belle nuit à tous. À samedi prochain. Ça suffit, femme. Sortez-moi de là, à présent. Gloria, passe-moi le talc. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si tu savais, Guido, c'est ta femme t'a préparé pour dîner. Du risotto aux Vous êtes contente que je sois là? Très contente. Ce n'est pas ce que vous avez toujours désiré. Si, bien sûr, le beau petit poulot à sa tante. Nadine, tu t'es assez regardée dans la glace, espèce de grimacière. Nadine, redis ce que tu as dit à Copenhague. Nous nous voyons dans la délicieuse obligation de prier les passagers de ce vol de passer la nuit à Copenhague, par suite d'une bienheureuse panne de moteur. Tous les frais seront payés par notre compagnie. À tous, nous souhaitons une merveilleuse nuit. Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.